Chers amis, bonjour. Bienvenue dans le studio Baven pour ce nouveau rendez-vous inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler supply chain, un sujet d'actualité. Nous sommes à quelques jours du supply chain event qui se tiendra à Porte de Versailles semaine prochaine. Et on va parler plus particulièrement d'innovation autour de la supply chain. Voilà. Alors, comme animateur, vous m'avez moi aujourd'hui, Bertrand Brumel-Jouan. Je suis l'un des associés donc, de Valumen et particulièrement en charge de tous les métiers qui concernent les opérations, le supply chain management et l'industrie. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Vigouroux. Laurent, bonjour. Voilà. Bonjour Bertrand. Laurent, écoute, tu es expert de la supply chain, mais surtout l'un des pionniers du demand-driven MRP en France. Et puis accessoirement, l'inventeur du jeu Delibrix qu'on voit à l'écran. Et puis en plus, couronné 2 fois avec beaucoup de succès pendant ces salons supply chain avec 2 trophées des rois de la supply chain autour du demand driven. Donc incontestablement, voilà, l'une des références en France sur ce sujet. Alors, avant de rentrer dans le vif autour du demand driven, j'ai quelques informations techniques à vous partager sur la façon dont on va pouvoir échanger ensemble, répondre à vos questions, chatter. Et pour ça, vous avez sur votre écran Livestorm, vous avez 3 onglets différents. Donc, il y a un onglet chat qui permet de réagir directement en cours de conversation, d'interagir même entre vous. Vous avez un onglet questions qui, là, va permettre de formuler des questions peut-être un peu plus riches et que nous aborderons en fin de présentation pour donner de la profondeur. Et puis, un dernier onglet que je vous invite à remplir en fin de session sur le sondage, sur les prochains sujets, sur est-ce que vous avez aimé ce webinaire, voilà, sur quel sujet vous voudriez aborder pendant un prochain webinaire avec Valumen. Voilà pour cette partie technique. Eh bien, écoutez, on va revenir maintenant à notre sujet de fond qui est comment, aujourd'hui, dans une supply chain moderne qui est un peu chamboulée par tout, on peut apporter de la complexité et comment DDMRP est un outil de cette complexité. Alors, complexité, en fait, on est dans ce mot qui est un peu barbare pour certains, qui consiste à simplifier quelque chose de complexe. Et Demand Driven semble être un peu la quintessence, quelque part, la traduction de cette complexité dans une supply chain 4.0, comme on a tendance à dire. Mais tout ça, c'est bien, mais si on rentre maintenant dans le vif du sujet, comment un opérateur en logistique, comment quelqu'un qui fait de la planification, parce que ça concerne essentiellement la planification, est capable de se projeter et d'utiliser cet outil, cette nouvelle philosophie. Alors, le problème de chaque planificateur, eh bien, c'est de passer des commandes. En fait, chaque planificateur va vouloir assurer un niveau de stock qui est suffisant pour pouvoir maintenir le service client. Et ce service client, c'est les engagements vis-à-vis des clients. Et donc, pour assurer un bon équilibrage entre le niveau de stock et puis les engagements clients, eh bien, personne n'a une capacité infinie. Une capacité en termes de capacité financière, capacité de stockage, capacité de production, de temps, bien sûr. Personne n'a cette capacité infinie. Et donc, il va falloir, là on revient sur le slide précédent, il va falloir assurer un équilibrage entre ces 2 éléments, le stock et le service client. Et pour faire ça, eh bien, chaque planificateur va utiliser un processus primaire qui est le passage de commande. Donc, le passage de commande, c'est le slide précédent. Le passage de commande, c'est quoi? C'est passer des commandes en combien je veux de pièces, quand est-ce que il va falloir que je lance mes ordres, et puis ensuite, où c'est que je vais recevoir ces pièces. Donc, ça, c'est la base de chaque planificateur. C'est le processus de réapprovisionnement connu par toutes les personnes dans la supply chain. Avoir le bon produit au bon endroit au bon moment, comme on dit. Exactement. Voilà. Après, quand on arrive dans le monde réel, la difficulté est aussi, parce que pour avoir exercé des supply chain, on est quand même souvent tiraillé. On est pris entre le marteau et l'enclume, comme je disais, soit du commerce,
soit du directeur financier. Et alors, suivant le niveau de maturité de l'entreprise et son N+1, on peut devenir schizophrène. Et c'est ça le sujet, c'est que le directeur financier va dire « vous allez me baisser les stocks, j'ai besoin de cash ». Le directeur commercial, il va dire « je fais des prévisions, elles ne servent à rien ». Et puis vous me dites qu'elles sont toujours fausses. Au niveau de la production, qu'est-ce qui va se passer? Le directeur de production, il va dire qu'il veut de la stabilité dans ses commandes. Bien sûr, bien sûr. Le planificateur, il va agréger toutes ses commandes dans des fichiers Excel et puis il va passer son temps à trafiquer ces fichiers Excel. Et puis au final, en fait, tout ça, ça a un impact direct sur la prestation client. Et puis les fournisseurs, ils courent après nos messages, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que arrivé en bout de chaîne, on a souvent de l'insatisfaction de la part d'utilisateurs internes quand on est dans du retail et que la vente est mal servie, ça se traduit comme ça. Ou quand on est sur une chaîne d'approvisionnement et que finalement on est là, on est fournisseur de rang 1 ou même pas forcément, et on vient créer de la friture là, sur la ligne comme tu disais. Et là, ça secoue sévère avec des conséquences qui peuvent être parfois très lourdes, même économiquement parlant, puisqu'on parlait du stock. Mais voilà, aujourd'hui, la rupture ou de créer quelque part du bruit sur ce flux, parce qu'on est bien dans une logique de flux, hein, peut coûter très cher à une entreprise. Donc, on n'a jamais ce qu'il faut en termes de stock. Alors, en fait, on se retrouve systématiquement dans une situation où on a soit trop de stock, et ça, c'est le point A que vous avez à l'écran, pas assez de stock, au contraire, je suis en rupture, et ça génère quoi? Des clients qui crient, les clients qui ne sont pas contents, qui vont changer de fournisseur. Derrière, le stress qui descend dans toute la supply chain pour arriver jusqu'au planificateur qui se fait engueuler, tout simplement, parce qu'il n'a pas le stock nécessaire. Et puis, quand je suis en rupture, dès que les produits arrivent, il va falloir expédier rapidement. Et donc, ces coûts d'expédition, c'est important, c'est très important. Et puis, donc ça, c'est le premier point de rupture, de grosse tension. Et puis, il y a le point B, où là, on a des difficultés. C'est quoi? C'est que j'ai trop de stock. Et quand j'ai trop de stock, forcément, là, c'est le directeur financier qui n'est pas d'accord parce que le cash, il est bloqué là-dedans. Puis on peut créer de l'obsolescence en plus. Ah ben, directement. Quand on est dans des industries d'obsolescence, derrière, on va payer 2 fois le produit. Hein. On va le payer une fois pour le produire, payer les fournisseurs, et puis on va le stocker, et puis il va devenir obsolète, et on va le payer pour le retraiter. Et ça c'est vraiment douloureux. Donc ce surstock-là, il est difficile à gérer. Donc dans 100% des projets dans lesquels j'ai été impliqué, eh bien, on avait cette courbe bimodale. La courbe bimodale, c'est quoi? C'est j'ai beaucoup de références où j'ai pas assez de stock, et puis j'ai beaucoup de références où j'ai trop de stock. Et le bon stock optimum en termes de niveau, eh ben, j'en ai pas assez. Pas assez de références. Et en fait, cette courbe bimodale, dans la réalité, c'est pas une courbe bien équilibrée avec ces deux éléments, ces deux bosses. Dans la réalité, c'est une petite bosse dans le pas assez, et puis beaucoup dans le trop. Et ça, c'est pénible. Ça, c'est pénible. Et on voit une oscillation entre les deux côtés, puisque le planificateur qui a trop de stock, il se fait engueuler. Et puis derrière, il se fait engueuler, donc il baisse le niveau de stock. On est vraiment dans un sujet d'actualité finalement, parce que on voit bien les à-coups, ne serait-ce qu'aujourd'hui par cet environnement qui a été perturbé par la crise sanitaire, mais aussi par d'autres phénomènes d'augmentation des prix, voire même de temps en temps d'arrêt total de la chaîne d'approvisionnement parce qu'on a un porte-container en travers d'un canal. On voit que tout de suite, on crée ce qu'on appelle le bullwhip effect. Voilà, on appelle ça le coup de fouet, le bullwhip effect, l'effet Forrester. Et ça c'est symptomatique d'un monde qui est changeant systématiquement. Et on appelle ça le monde VUCA, donc le monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Et ça, on l'a vécu pendant la pandémie, mais c'est pas nouveau en fait le monde VUCA. Sauf que il s'est amplifié
auprès de l'ensemble de tous les consommateurs du monde entier. Et puis maintenant, on le voit, on en est conscient. Donc, ce monde VUCA, en fait, il faut absolument qu'on regarde quel mode de pensée, quel outil on a pour travailler dans ce monde qui est complètement incertain. Oui. Et donc, on est issus, tous, et surtout nous, les Français, de cette situation où on est issus des enfants de Descartes, hein, de toute cette approche linéaire, de tout ce mode de pensée de René Descartes. Et en fait, il y a un nouveau mode de pensée qui est arrivé avec Joël de Ronet, qui nous a apporté une approche systémique. Le fameux macroscope qu'il a écrit, je ne sais plus, dans les années 70. 70, voilà, dans les années 70. Et ça a été une révélation. D'un seul coup, on a vu qu'il ne fallait pas forcément découper tout en rondelles, mais il fallait avoir une analyse globale. C'est cette analyse, cette approche systémique qui fait du sens. Et donc, quand on fait nos études, on passe beaucoup de temps à avoir cette analyse détaillée sur les approches linéaires issues de Descartes. L'approche systémique est plus innovante, même si elle est vieille. Et tu penses que c'est lié à notre... parce que là, tu introduisais le propos en disant que c'est vrai, Descartes est français, mais est-ce que toi qui as voyagé partout autour du globe pour promouvoir être l'ambassadeur du Demand Driven, est-ce que tu as observé dans d'autres cultures que l'approche pouvait déjà être différente, notamment sur ces métiers de la supply chain, ou est-ce que c'est à peu près conforme partout Ouais, cette approche linéaire, elle est universelle. Toutes les universités du monde entier font des étudiants qui étudient des mathématiques en détail. Chaque matière est un silo, finalement. Chaque matière est un silo. Et là, on vient en effet à ce premier élément de cette différence entre l'approche linéaire et puis ce système qui est complexe. C'est que l'approche linéaire, on va découper en silos. On va découper en entreprise, c'est en départements. À l'école, on va découper en matières. Et puis on va étudier l'histoire, on va étudier le français, on va étudier les mathématiques. Mais on n'a pas cette approche transversale, complète, qu'on voit dans l'approche systémique, qui nous donne un système complexe où, en fait, chaque matière, chaque sous-élément est important, bien sûr, mais ce qui nous intéresse, ce sont les interactions, les données d'entrée, les données de sortie, de chacun de ces sous-ensembles. Les interdépendances, finalement, tu veux dire. Exactement, les interdépendances. Et en fait, on va étudier le système parce que dès qu'il y a un élément qui bouge, tout le système se met à bouger. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est regarder comment le système réagit dans chacune des interactions. Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que cette approche systémique, là, on est en train de parler d'un sujet supply chain, même appro, planification, mais elle est bien plus étendue que ça dans le monde de l'entreprise. C'est vraiment. Même le mode projet, quelque part, est déjà une façon de travailler en mode système et pas en mode cloisonné, en mode linéaire. Tout à fait. Et donc, il y a des éléments de l'entreprise ont bien sûr cassé ces silos. Mais on reste quand même avec ce mode de pensée linéaire ou systémique. Un autre élément, c'est la prévisibilité d'un système. Un système, quand il est stable, quand il est linéaire, on croit qu'il est stable. Et puis, on le déplace un petit peu, puis hop, il revient dans sa zone de stabilité. Un système complexe, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être stable, mais pas très longtemps. Si on le déplace un peu trop, d'un seul coup, il dévale la montagne, et puis on ne sait pas ce qui va se passer de l'autre côté, donc ça devient imprévisible. Ça devient limite même angoissant pour certains, parce que je peux comprendre que cette stabilité, elle a quelque chose de rassurant pour un manager qui est là et qui cherche à être dans une forme de performance où il fait que de l'amélioration, mais en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que quelque part, c'est un leurre. C'est complètement un leurre. Dans ce monde, l'agilité, quelque part, la capacité à dire, tiens, je reste stable, mais sur une courte durée, mais avec une remise en question systématique. Cultiver cette agilité est bien plus fructueuse que d'être dans cette homéostasie à pas vouloir bouger, quoi. On est bien dans cet environnement-là.
Et en fait, l'étape suivante, donc là, on peut descendre peut-être sur les slides suivants, c'est comment est-ce que je veux augmenter le débit de mon système. Ouais. Et augmenter le débit, c'est pour une entreprise, c'est vendre plus, faire plus de profit. Et donc, comment est-ce que pour une usine, c'est livrer, fabriquer plus. Et donc, comment est-ce que j'augmente le débit de mon système? Dans un système linéaire, je vais avoir un débit qui va être proportionnel à l'effort engagé. L'effort engagé, c'est quoi? C'est comme dans un flipper, hein, plus je compresse mon ressort, plus je mets de l'effort. Quand je lâche, boum, la bille, elle va partir loin. Ouais. Et dans un monde système, dans un monde complexe, dans un système complexe, on va chercher plutôt les points de levier. Ouais. On va chercher les points critiques. Ces points critiques, alors il n'y en a pas beaucoup en général. On va aller trouver ces points critiques et on va appliquer cet effet de levier où, vous voyez, on a cette balance où le point de levier, il n'est pas au milieu, il est décalé, ce qui fait qu'un effort très limité va permettre d'avoir des effets extraordinaires. Ouais. Et Alors, ça, c'est un effet… alors, ouais. le point, parce que pour donner un peu de concret, le point de levier, si on en fait une traduction dans notre monde supply chain, c'est quoi? C'est un stock quelque part, à un endroit? C'est un entrepôt? C'est, par exemple, dans une nomenclature, c'est un produit, un composant qui va rentrer dans la fabrication de tous les produits finis. D'accord. Et donc, dans l'automobile, on parle de la différenciation retardée. Ah oui. D'accord? Comme ça, on va pouvoir s'assurer un bon niveau de stock, un bon niveau de service sur ce produit-là, qu'on va compléter au dernier moment et qui va nous permettre derrière de maximiser l'effet de livraison tout en minimisant le niveau de stock. D'accord. Donc ça, c'est un point de levier, un point critique et on va obtenir cet effet de levier. Donc après, quelles sont les mathématiques pour suivre, pour comprendre tous ces systèmes-là? Ouais. Donc les mathématiques, on est habitué à travailler dans des lois normales, avec une gaussienne. Alors on a oublié que c'était Laplace-Gauss en fait, qui est français, Laplace, et Gauss qui est allemand. Ouais. Et donc cette courbe normale, qu'est-ce qu'on dit quand on étudie les courbes normales et qu'on regarde ce système? Les extrémités ne sont pas représentatives de la loi normale. Et donc, on va les éliminer Ouais. et on va se concentrer sur le phénomène normal. Ouais. Dans une approche systémique, avec un système complexe, on va plutôt se focaliser sur les extrêmes. Et donc là, c'est un système complètement inversé, par un mode de pensée qui est complètement inversé. On va se focaliser sur les extrêmes, puisque ce qui est normal agit normalement. Et le comportement des extrémités va générer le comportement du système. Et pour ça, on va utiliser le Pareto, le fameux 80-20, le fameux Pareto. Donc ce scientifique, alors c'est pas un scientifique, cet économiste italien qui nous a apporté ce bijou donc de 80-20. Ouais. Et bon, donc ça c'est la partie mathématique. Ouais. Et donc combien de temps vous avez tous passé à étudier les lois de Gauss et combien de temps vous avez passé à étudier le Pareto? Ouais, on voit bien qu'on a un fossé monumental dans notre mode de pensée. On est issu de ce mode de pensée linéaire. Donc toutes ces traductions, quelque part, là, le chemin que tu es en train de nous faire prendre pour dire, voilà, on part d'un philosophe, c'est assez marrant, puis on arrive à un mathématicien, mais l'idée, on reste quand même dans une logique de flux qu'on cherche à accélérer. Accélérer, oui. Aujourd'hui, en logistique ou en supply chain, le plus on accélère le flux, plus c'est rentable pour l'entreprise. Comment on fait pour accélérer? Comment on fait pour optimiser quelque part ce flux? Qu'est-ce qu'il y a comme input? Comment on maximise quelque part le débit de ce système tel que tu es en train d'évoquer? Eh bien, dans le monde linéaire, ce qu'on va faire, c'est on va optimiser. On va optimiser, on va chercher à gagner des secondes dans chaque machine de production. On va chercher à maximiser l'impact de telle enquête, de telle campagne de promotion. C'est très lean management, ça. Ah, complètement. Et donc, c'est de l'optimisation, mais très locale. Ouais. Et en fait, dans un monde complexe,
dans un système complexe, on va plutôt apprendre et adapter. Et donc, le Lean, il est plus là-dedans. Il est dans l'apprentissage, l'adaptation, et on va faire plein de petits chantiers Kaizen, de petits chantiers d'amélioration continue qui vont nous permettre d'essayer, et puis de se tromper des fois, mais ce sont des petites itérations. Et ces petites itérations vont nous permettre d'aller beaucoup plus haut qu'une optimisation globale qui a aucun sens, en fait. Et donc, on est bien là-dessus. Pour maximiser le débit, il va falloir apprendre et adapter. Et c'est ce qu'on voit dans le monde complexe dans lequel on est avec la supply chain. Ouais. En fait, ce que tu es en train de donner, quelque part, c'est un changement de paradigme dans l'approche telle qu'on a pu l'avoir pendant des années en logistique. Je pense avec le MRP. Tout à fait. Donc, alors, je ne sais plus mais de quand date le MRP, mais moi, je vois au sortir de mes études, quand j'ai commencé à faire de la logistique, on parlait encore pas vraiment de supply chain, encore c'était les balbutiements. Mais le MRP était déjà là, en fait. Le MRP, avec l'arrivée de SAP, a envahi les entreprises, mais avec quelque chose, pour le coup, qui est quand même assez linéaire, même s'il y a ça descend en cascade dans la nomenclature pour essayer d'alimenter en composant chaque atelier pour faire des produits finis, mais on était dans une logique qui était quand même très linéaire. Le MRP, ça a été inventé dans les années 50, codé dans les années 60 avec les premiers ordinateurs. Avec le MRP2 après. Alors, dans les années 70, on a commercialisé. Ça, c'est les premiers ordinateurs avec IBM. Dans les années 80, le MRP2 a permis de compléter le MRP pour avoir une boucle retour et une avancée complète des ordres et un suivi. Ensuite, on se retrouve avec, dans les années 80, l'ERP, Entreprise Ressources Planning, avec SAP qui va permettre d'intégrer les ventes, les ressources humaines, la maintenance, tout dans le système informatique. Mais le cœur du système reste le MRP qui date des années 50. Et en fait, ce système qui est complètement linéaire, puisqu'on va cascader, comme tu l'as bien dit, des prévisions qui vont ensuite se cascader de niveau en niveau pour atteindre des quantités et des dates de livraison sur les matières premières. Et tout est accroché. Et en fait, le DDMRP va casser cette dépendance, pour créer de l'indépendance. Et cette indépendance, ce sont des points de découplage. Ces points de découplage, c'est une des caractéristiques principales du DDMRP qui a été inventé en 2011. Donc on est en 2021, ça fait 10 ans, donc c'est quand même une méthode qui est très neuve et qui a été inventée donc, par Carl Ptak et Chad Smith quand ils ont mis à jour le livre de Joe Orlicki, la 3e version. Et puis donc ils ont publié ce livre DDMRP qui intègre l'intégralité de la méthode. Et j'ai cru comprendre là en préparant ce webinaire avec toi, c'est qu'en fait, étrangement, alors que c'est des auteurs américains, il y a eu un engouement en France bien plus important que aux États-Unis ou dans d'autres pays. Enfin, en tout cas, la France, pour le coup, s'est réveillée bien avant les autres. C'est assez. C'est intéressant, c'est un phénomène à étudier. Je ne sais pas si c'est l'initiative que tu as eue, toi, à l'époque, en tant que patron de prod, en fait, en tant que directeur d'usine. À l'époque, en fait, en 2013, j'ai mis en place le premier projet DDMRP en France. Alors, je suis à l'initiative de ce premier projet. Je ne peux pas m'attribuer l'intégralité de ce mouvement en France. J'y ai contribué certainement. Et puis, on a l'association FAPIX qui a aussi porté ce sujet-là avec les différents cabinets de conseil qui ont fait la promotion de cette méthode. Donc, en fait, il y a un mouvement de conscience qui s'est fait en France. Et puis, derrière, il y a eu des porte-drapeaux des entreprises, des grandes entreprises françaises comme Michelin, comme Louis Vuitton. On reviendra dessus en fin de présentation. Voilà, qui ont porté il y a des vrais ambassadeurs. Il y a des vrais ambassadeurs. Enfin, en tout cas, il y a pour le coup, il y a des résultats. On n'est plus, on n'est plus uniquement dans la théorie. On est vraiment maintenant déjà dans des choses qui ont été éprouvées et dont l'efficacité est plus que démontrée. Donc, c'est ça qui est intéressant
dans ce DDMRP. Alors, donc, le DDMRP, ouais. Voilà. Alors peut-être que, allez, rentrons dans DDMRP parce que c'est un acronyme qui peut paraître barbare quand même oui, pour beaucoup barbare. Et puis alors je ne connais pas tous les participants, voilà, je ne connais pas en tout cas leur histoire, si c'est que des supply chain managers, je pense pas, parce que je vois quelques noms. Je vois quelques noms qu'on a croisés au cabinet et qui ont d'autres fonctions. On a même DAF, DRH, là, de ce que je vois rapidement. Donc, en fait, maintenant qu'on a compris que DDMRP, c'était une philosophie avec un changement de paradigme, mais que c'était essentiellement centré sur la supply chain et qu'on cherchait à améliorer vraiment cette planification. Peux-tu nous donner, DDMRP, qu'est-ce que ça veut dire, sur quoi ça s'appuie, comment ça a été construit et comment ça se traduit, comment ça se traduit dans les faits pour tous les jours pour l'entreprise et plus particulièrement pour les gens qui composent les équipes appro. Donc, le DDMRP, c'est un acronyme qui veut dire Demand Driven Material Requirements Planning. C'est l'étape suivante de toutes les meilleures méthodes qu'on connaît à ce jour, toutes les meilleures méthodes de gestion industrielle, de gestion de la supply chain. Donc, le DDMRP va s'appuyer sur ce fameux MRP, sur le DRP pour la partie distribution. Ça va s'appuyer sur le Lean Manufacturing, sur la théorie des contraintes, sur le Six Sigma, donc toutes ces méthodes-là qui sont apparues sur les 30 dernières années. Et il a fallu des innovations pour faire en sorte qu'elles parlent entre elles. Et parce qu'elles étaient elles travaillaient plutôt en silo, ces innovations, ces méthodes-là. Ouais. Et donc, le DDMRP, il n'y a que 4 innovations. 4 innovations pour transcender toutes ces méthodes de gestion industrielle. Et donc, DDMRP, c'est quoi? C'est un système de planification qui permet de modéliser la réappro sur une supply chain multiniveau, multi-échelon, on appelle ça. Donc, multi-échelon, c'est le magasin qu'on connaît, le centre de distribution qui est juste avant, le centre général de distribution qui englobe tous les flux, et puis on remonte le flux avec l'usine, les usines, et puis les fournisseurs. Donc, on est vraiment dans une supply chain étendue. De bout en bout, étendue, exactement. Donc, pour résumer DDMRP, parce que bien sûr, on ne va pas développer tout le détail. Il y a beaucoup de matière. Il y a beaucoup de matière. Moi, je vous ai fait un résumé en un slide et en 6 points de ce que c'est que le DDMRP. Donc, le premier point, c'est justement comment le DDMRP va découpler. Donc, découpler, une supply chain classique, elle est dépendante de bout en bout. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va découpler. Et donc, on va mettre des buffers, on va mettre des points de découplage, des amortisseurs qui vont faire en sorte que les variabilités qui précédemment se propageaient dans toute la supply chain. D'un côté comme de l'autre, du reste. Côté fournisseur ou côté client. C'est pareil, oui, tout à fait. Et ça détruit, ça détruit complètement les supply chains. On se retrouve avec trop de stock et pas assez. Donc, c'est la courbe bimodale qu'on a vue au début. Et donc, les buffers, ces amortisseurs vont encaisser toutes les variations. Alors ça, c'est le mot magique de DDMRP, ça, le buffer. Le buffer, ouais, c'est ça. Le buffer. C'est les amortisseurs, tout à fait. Et donc, on a gardé ce mot magique DDMRP, les buffers de DDMRP. Ouais, ça reste bien en tête, c'est efficace. Donc, ces buffers-là, et ça, c'est le point 2, ils vont tirer les flux par rapport à la demande réelle des clients, par rapport aux commandes réelles des clients. Et non plus, précédemment, on poussait les flux par rapport aux prévisions. Mais les prévisions dans le monde dans lequel on vit sont de plus en plus difficiles à être sûres, à faire en sorte qu'elles soient accurate. C'est vraiment la prévision, c'est difficile. Donc en fait, on va tirer les flux par rapport aux commandes réelles, par rapport au message le plus fiable qu'on ait de la supply chain. En fait, c'est commandes réelles. Et attends, je t'interromps, Laurent, excuse-moi, mais est-ce que ça veut dire que il n'y a plus besoin de faire de prévisions? Les prévisions, on en a toujours besoin.
Ça a été un malentendu profond dans la mise en place de DDMRP. Et donc les prévisions, oui, on a besoin des prévisions, absolument, dans un horizon moyen et long terme. Ouais. Les prévisions, on en a besoin au niveau tactique pour définir combien d'équipes je vais mettre en production, pour définir la taille de mon entrepôt, pour définir les capacités que je vais mettre en place, Ouais. pour définir la taille du tuyau, en fait, tout simplement. Ouais. Et ça, à moyen terme, et puis à long terme, au niveau stratégique et tactique. Bon. Sur le court terme, les prévisions, ça ne marche plus. Et donc, sur le court terme, on va s'appuyer sur les commandes réelles des clients. Et donc, le point suivant, c'est il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je suis dans le retail. Quand les gens rentrent dans mon magasin, je ne sais pas s'ils vont ressortir avec un produit. Et donc, je n'ai pas de commande client, je ne peux pas avancer. » Oui, et donc c'est pour ça qu'on va anticiper. Mais sur un horizon opérationnel court. D'accord. Et cet horizon opérationnel court va utiliser les consommations quotidiennes et du réappro par rapport à la consommation d'hier. Ça reste quand même conditionné par la rapidité de réapprovisionnement, enfin de livraison des produits en point de vente. Il y a un certain nombre de paramètres en fait qui viennent, j'imagine, alimenter le calcul pour définir à la fois ces buffers. Enfin, si je comprends bien, le buffer, c'est nous qui choisissons la taille de ce buffer. C'est vraiment un acte de volontaire qui est décidé de dire, voilà, est-ce que je cherche à me couvrir, un peu comme on parlait de couverture de stock, là on parle de buffer, mais sauf qu'on le fait à plusieurs endroits de la supply maintenant, c'est ça. Exactement, donc on va définir avec des formules qui sont très simples, niveau 6e, on va définir la taille des buffers, et donc il y a plusieurs critères qui rentrent dans la définition de la taille des buffers, et en fait c'est une décision. C'est une décision de dire, je positionne mon centre de distribution à 24 heures de livraison de mon magasin ou à 2 semaines de réappro. C'est une décision structurelle, et puis des fois on a des fournisseurs qui sont loin, donc là il y a 6 mois de réappro quand je vais me réapprovisionner en Chine ou en Asie ou dans le reste du monde. Et donc on va dimensionner les buffers en fonction du délai de réappro, en fonction de la consommation moyenne journalière, en fonction de la variabilité, et des minimums de commandes aussi. Donc, c'est les critères clés de dimensionnement des buffers. Alors, voilà, troisième nouveauté là, autour du Demand Driven. Troisième nouveauté autour du Demand Driven, on ne va plus utiliser ce qu'on appelle le MEIO, c'est le Multi-Echelon Inventory Optimization. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va synchroniser l'ensemble des flux entre chacun des buffers, entre chacun des points de découplage. Et cette synchronisation va nous permettre d'avoir un flux qui est plus rapide, un flux qui est mieux calibré et mieux synchronisé par rapport à l'arrivée de tous les composants pour fabriquer un produit fini, par exemple. D'accord. Et donc, l'optimisation globale de bout en bout, elle n'a plus de sens dans ce monde volatile, puisque tout change tout le temps. Et en fait, cette optimisation, elle est valable aujourd'hui, mais dans 2 jours, c'est certain, elle sera plus valable. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va découper la supply chain en plusieurs éléments ces éléments vont être protégés les uns des autres, et cette découpe va permettre de mieux synchroniser les flux. D'accord. Et puis alors, enfin, quatrième innovation autour de ce Demand Driven là. Donc, ce 4e point, c'est que ça s'applique en production comme en distribution. Et donc, en fait, on se retrouve avec un outil, une méthode standard pour pouvoir gérer l'intégralité des flux de bout en bout, en end-to-end de la supply chain. Et ça c'est vachement intéressant. Tu veux dire que maintenant, les patrons de sites, usines et ceux qui sont en aval sur la partie distribution arrivent à s'entendre et ont enfin un vocabulaire commun, une logique commune? Exactement. On va réussir à aligner la distribution, la production, même les fournisseurs, tous ensemble, sur les mêmes priorités. Et ces priorités, c'est bien le tempo qui est donné par les clients, par les consommations des clients. Et ça c'est quelque chose qui revient systématiquement
d'un seul coup, on arrive à parler. On D'accord. arrive à parler ensemble. D'accord. Donc après, le point suivant, c'est, et ça va avec cette communication qui est facilitée, c'est que c'est du visual management. On a quelque chose de simple, de visuel, on a des graphes qui vont permettre de communiquer clairement, facilement, et de savoir si on est dans le rouge, ou là, attention, c'est un peu tendu, ou si on va dans le vert, et là, tout va bien, et puis au-dessus, il y a le bleu c'est le surstock. Donc comme ça, on va pouvoir avoir un état de santé permanent de notre supply chain, de notre niveau de stock, et cet état de santé va être partagé simplement par tout le monde. D'accord. Alors quand tu dis tout le monde, pour le coup, là, on l'étend à d'autres services que la supply chain. J'imagine que c'est une des vertus, c'est de pouvoir parler avec des contrôleurs de gestion qui suivent cette supply ou la partie production, la partie distribution. C'est de pouvoir parler avec la direction générale pour avoir quelque chose de très clair. En tout cas, c'est de sortir un peu de cette position qui n'était pas toujours délicate entre une direction commerciale et une direction financière. J'ai trop de stock ou j'en ai pas assez. Voilà. Même j'imagine de collaborer, en fait, parce que quand on fait du VMI avec des fournisseurs, si mon fournisseur est lui aussi dans une démarche demand-driven, je vais tout de suite gagner en efficacité. Enfin, en tout cas, on va avoir un vocabulaire commun qui va faire qu'on va mieux se comprendre. Alors, on n'est pas obligé d'être demand-driven pour aligner les fournisseurs. D'accord. Il suffit, les couleurs rouge, vert, jaune, bleu sont suffisamment explicites pour dire, voici mes priorités. Et puis, vous alignez sur ces priorités. Il y a besoin de 10 minutes de formation pour comprendre quelles sont les priorités. Après, bien sûr, quand les fournisseurs ont fait cette démarche de mise en place de demand-driven, d'un seul coup, les délais vont se réduire et on va pouvoir aligner encore plus largement la supply chain. Et pour revenir sur le point de la communication, on va pouvoir communiquer avec l'intégralité l'intégralité des fonctions dans l'entreprise. Par exemple, avec les ressources humaines, on va voir que le capacitaire, il est dans le rouge et qu'il me faut plus de ressources pour tenir les niveaux de vente qui est en train d'augmenter. D'accord. Voilà, ça c'est le genre de graphes qui vont être partageables avec toutes les personnes qui gravitent autour de la supply chain. C'est le côté simple qu'on avait dans la complexité. Exactement. En boucle avec notre simplicité, là, on a apporté avec cette représentation graphique, on a apporté toute la simplicité qu'il y avait dans une chaîne qui est parfois pas comprise par d'autres fonctions de l'entreprise. Tout à fait. Ou difficilement assimilable, en fait. Là, on ouvre un peu le moteur, on le laisse transparent aux autres et en plus avec une grille de lecture qui est compréhensible par n'importe quelle personne de l'entreprise. Exactement. Là, tu parlais des RH, c'est marrant parce que, en fait, oui, j'imagine qu'il va y avoir des conséquences. C'est un changement de paradigme qui est assez profond. On est en train de dire, tiens, demain, il me faut plus de ressources parce que je suis dans le rouge pour distribuer vers les points de vente ou pour améliorer quelque part mes sorties de stock alors que je suis sur ma chaîne de production où on a parfois des indicateurs qui sont bien ancrés quand même dans les mentalités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà un travail sur les projets que tu fais avec d'autres fonctions que la fonction supply chain. Alors, les premiers projets des DMRP, c'était des projets de la supply chain, du département supply chain. Il n'y avait pas trop de bruit. Voilà, on va optimiser notre silo supply chain et puis on aura des beaux résultats. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que, quand la direction générale, les commerciaux prennent des décisions anti-flux, le modèle, il ne tient pas la route, il s'écroule, c'est normal. Et donc, il a fallu, et ça maintenant, les projets des DMRP sont des projets de transformation globale qui impliquent l'intégralité des services de l'entreprise, au moins sur cette partie sensibilisation. Et donc, on a ce service ce service supply chain qui va être en charge de communiquer avec l'intégralité des silos de l'entreprise, des départements de l'entreprise. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'avoir des gens qui soient compétents
et qui ait réalisé ce changement de paradigme dans la tête, ce changement de mindset. Et donc, pour ça, on a des formations. Ouais. On a des formations. C'était le 6e point que tu voulais nous partager, c'est que c'est devenu un standard, en fait. C'est un standard mondial. Ouais. Voilà. DDMRP, c'est un standard mondial qui est appuyé avec des certifications qui sont validées par l'APIX, maintenant qui est devenu ASCM, Association for Supply Chain Management. Et donc, c'est un standard mondial avec 3 types de formations. Les formations Demand-Driven Planner pour les planificateurs, le leader pour les managers, et puis l'adaptive SNOP pour voir cette vision stratégique. Perspective, une perspective à plus long terme. À plus long terme, tout à fait. D'accord. Voilà, donc on a les 6 points que je voulais vous partager sur Demand-Driven. Alors, parle-nous maintenant un peu des résultats, de ce que ça a amené. Alors, il y a ce qu'on voit aujourd'hui en lisant la presse supply chain, où voilà, des projets Demand-Driven, on en voit beaucoup, on entend beaucoup parler en France, à l'étranger. Tout à l'heure, je disais qu'il y a le recul nécessaire maintenant pour dire que on n'est plus dans un incubateur, on n'est plus dans un pilote, on est vraiment dans des déploiements général. Voilà, partage-nous quelques belles illustrations, beaux exemples qui finalement portent quelque part Demand-Driven en France et font que d'autres entreprises, notamment des PME ou des petites entreprises, partent tout de suite avec cette démarche. Donc, DDMRP, cette nouvelle méthode, va s'appliquer dans plein de secteurs d'activité. Ouais. Dans plein de secteurs d'activité, on va retrouver en plus de 1000 applications dans le monde, plus de 1000 mises en place, avec dans l'aéronautique, des applications dans l'automobile, dans les biotech, dans les parfums et cosmétiques, dans la chimie, dans l'usinage, dans l'électronique. Enfin, on a vraiment beaucoup de cas d'application. On voit beaucoup de projets qui se lancent et qui se déploient globalement, mondialement. Et ça, c'est vraiment intéressant. On se retrouve avec des résultats qui sont très intéressants, principalement des accélérations du flux. On se retrouve avec une amélioration du service client. On se retrouve avec des baisses de stock et puis derrière beaucoup moins de stress. Voilà. Donc tout ça, on a aujourd'hui plus de 9000 personnes qui ont participé à ces formations DDMRP. Oui, donc il y a un réel engouement. Donc la personne, elle vient, elle se forme à DDMRP et hop, ça y est, elle peut lancer son projet. Alors, c'est ce qu'on a vu en fait. On a vu que la formation Demand-Driven Planner, c'est une super formation. Il y a 470 slides avec plein de concepts super intéressants. Ouais. Et 470 slides, ça veut dire que quand alors les patrons, ils entendent, qu'ils disent « Oh, super, avec ton DD machin, là, tu peux baisser les stocks, tu peux augmenter le service client. Allez, tu me l'appliques tout de suite, là. Et je veux des résultats dans 15 jours. Ouais. » Bon, OK. Oui. OK. Et en fait, on se retrouve dans cette situation où les utilisateurs, ils ne savent pas trop par où commencer. En fait, nous, on a mis en place pour compléter cette formation, j'ai créé un workshop, un serious game qui s'appelle DDBricks et qui s'appuie sur la citation de Benjamin Franklin qui dit « Parle-moi et puis j'oublierai. Ouais. Enseigne-moi et je m'en souviens, mais je m'en souviens, ça reste dans la tête, mais ça, c'est des slides qui ne permettent pas de me mettre en mouvement. Ouais. Et puis ensuite, implique-moi et là, j'apprendrai. » Et l'implication, ça passe par les mains, ça passe par l'émotion, ça passe par les serious games. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe notre temps à jouer au Lego pour inspirer les équipes, et pas seulement les équipes supply chain, toutes les parties prenantes du flux, la qualité, la direction générale, les achats, les ressources humaines, toutes les équipes qui sont autour du flux et qui vont jouer, comprendre, et puis s'amuser à apprendre plein de choses. Alors je confirme pour avoir participé à un DDBricks, c'est vraiment un exercice super intéressant, super énergisant même,
et dans lequel on partage tout de suite cette philosophie demand-driven, y compris avec des gens qui ne sont pas du tout du métier. Donc, c'est vraiment super. On a beaucoup de questions qui sont arrivées là. Bien. J'en profite pour saluer Cédric, parce que je vois que le temps file et il y a des questions intéressantes à partager. Tu as cité tout à l'heure plusieurs secteurs d'activité dans lesquels finalement Demand Driven a apporté quelque chose avec des noms d'entreprises. Alors, Cédric nous demande si Demand Driven a du sens dans un secteur tel que le luxe, qui est basé en partie sur la rareté et la pénurie. Alors, ça a du sens, puisqu'on va pouvoir contrôler cette rareté. Mais qui dit contrôler la rareté, dit contrôler les flux et puis les mettre aux bons endroits. Et puis, un des ambassadeurs de DDMRP, c'est un des mastodontes du luxe, Louis Vuitton, qui distribue l'intégralité de ses flux dans le monde entier avec cette méthodologie. Ouais. Donc, je ne sais pas si Louis Vuitton, c'est du luxe. Oui, il me semble bien, Cédric. Peut-être. Et on n'a pas que Louis Vuitton. Chez LVMH, plusieurs maisons se sont engagées dans cette démarche. Ouais. Rimowa, par exemple, a déployé mondialement. Rimowa, c'est les valises en aluminium. Voilà, c'est les valises plutôt très solides. Et donc, ils ont déployé dans le monde entier, dans tous leurs magasins, des DMRP pour la gestion de leurs pièces de rechange, par exemple. D'accord. On travaille toujours dans cet environnement de luxe, avec Kenzo et Givenchy, parfums et cosmétiques. Ouais. Et donc, oui, ça a du sens, Cédric, complètement. Alors, voilà pour la question de Cédric. Alors, autre question, Xavier. Merci, Xavier. Je vous salue et puis merci pour vos questions. La première que je prends, c'est comment appréhender dans ce monde VUCA, donc vraiment très volatile, incertain, et avec des règles commerciales qui sont parfois trop strictes, est-ce que c'est pas source de contentieux, en fait, finalement, le fait qu'on ait ce monde qui est VUCA, on ait des règles qui sont commerciales qui sont très strictes, et à nouveau, comme je dis, on a tendance à devenir schizophrène. Est-ce que tout ça, est-ce que Demand Driven a apporté plus de... On parlait d'instabilité, excuse-moi, je vais employer le mot, mais plus de stabilité, en tout cas peut-être plus de réassurance pour les équipes supply chain. Alors, oui, et c'est pas magique. Attendez, que ce soit clair, c'est pas un système magique. Quand mon container est bloqué sur le bateau, le porte-container qui est bloqué sur le canal de Suez, je l'aurais pas. Pas de... En revanche, ce qui est certain, c'est que là, je prépare la conférence qui aura lieu la semaine prochaine avec Legrand au Supply Chain Event. Donc l'équipementier électrique. Alors voilà, tous vos interrupteurs, tout cet équipementier électrique. Et donc, ce qu'ils vous diront, c'est que ils arrivent à gérer avec beaucoup plus de prédictabilité et beaucoup plus de stabilité ce qu'ils vont avoir, leur atterrissage en niveau de stock. Et ils ont une vision qui est partagée au global. Deuxième évolution aussi sur les règles commerciales. Ouais. En fait, quand une entreprise met en place des DMRP, eh bien, on va aligner ses fournisseurs non plus sur les dates de livraison avec la livraison dans les temps absolument, mais on va les aligner sur nos besoins réels. Parce que quand j'ai des délais de 12 semaines, par exemple, pour approvisionner, je passe ma commande et je vais être livré 12 semaines après. Ouais. Au bout de 6 semaines, les choses commencent à changer. Et puis peut-être que les 10 lignes de commande que je vais envoyer à mon fournisseur, eh bien, la priorité n'est plus la même. Et donc, DDMRP va pouvoir apporter un nouvel alignement, un rafraîchissement de la priorité au fournisseur. Et donc, si les règles commerciales sont trop rigides, le fournisseur il livrera dans les temps, même si des produits veulent être... j'en ai besoin un peu plus tôt. Ouais. Et donc, oui, ça fait bouger les lignes en termes commerciaux, et ça, c'est un élément qu'on voit arriver. Alors, commercial et avec les services achats, on n'a pas beaucoup parlé des services achats jusqu'à présent, mais j'imagine que on sait qu'il y a toujours parfois de la friction entre les services supply chain et les services achats. Là, ça ramène l'église au milieu du village, comme on dit. Exactement. Le point clé du service achat, c'est maintenant d'avoir le bon prix, mais d'avoir aussi le bon lead time, le bon délai d'appro, et puis le bon minimum de commande.
un des leviers qui est souvent utilisé, et je caricature, hein, je connais plein d'acheteurs qui sont exceptionnels et qui ont bien compris cet impact supply chain global, Oui, mais bien en sûr, caricaturant, l'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser ses tarifs en augmentant les tailles de lots, en augmentant les délais. Et en fait, on va pouvoir voir directement l'impact du stock sur ces augmentations de délai, sur ces augmentations de lead time. Et donc, les achats vont être complètement impliqués dans ces projets de demande driven. Alors, une autre question de Xavier, qui rejoint un peu ce qu'on était en train d'exprimer, c'est dans la crise des semi-conducteurs, avec son effet domino sur le monde de l'automobile, est-ce que DDMRP a-t-il été défaillant? Voilà. Est-ce qu'il a su prémunir certains fabricants de cette pénurie? Donc, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs majeurs des fabricants de composants électroniques qui ont basculé dans des DMRP. Il y a des projets en cours, mais il n'y a pas eu encore cette bascule. Il y a des projets en cours chez des acteurs majeurs, énormes, plutôt européens. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que dans l'automobile, quel est l'acteur qui est sorti plutôt par le haut de cette crise automobile? C'est Toyota. Ouais. Toyota n'applique pas des DMRP, hein, on n'est pas là-dedans. En revanche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défini les cartes électroniques comme des actifs stratégiques. Et après la crise de 2008 et le tsunami et tout ce qui s'est passé à Fukushima, ils ont défini les cartes électroniques comme actifs stratégiques et ils ont un stock de découplage, un stock de cartes électroniques qui leur ont permis de fabriquer plus et mieux que l'ensemble de leurs concurrents. Alors moi, j'aimerais bien savoir si Tesla gère ses appros en demand driven, hein, parce que quand on voit que eux n'ont pas subi quelque part cette crise de conducteurs et semi-conducteurs de matériaux et qu'ils approvisionnent le marché européen et particulièrement français en modèle 3 sans aucune rupture, alors que tous les autres fabricants font un peu la tête et reviennent parfois même à des cadrans avec des... Pas à ma connaissance. En tout cas, j'ai pas cette information. Mais j'ai pas toutes les infos, attention. Mais c'est à creuser. Alors, une autre question pour revenir plus près de vous, manager de transition, c'est aujourd'hui, est-ce qu'un manager de transition dans la supply, une fois qu'il s'est formé à DDMRP, il peut avoir j'ai envie de dire des gains rapides, du quick win. Est-ce que DDMRP, c'est un quick win? Est-ce qu'aujourd'hui, la moyenne d'une mission de management de transition en France, tu sais, c'est dans les 6 mois. D'accord. Voilà. Un manager à qui on demande de venir installer un projet demand driven, est-ce que c'est réaliste de dire que ça peut se faire en 6 mois? En 6 mois, en fait, on a le temps de former les équipes, de mettre en place le modèle, et puis qui sortent des résultats. Alors, ça dépend bien sûr de la vitesse des flux. Si on est sur des flux qui sont très très lents, ce n'est pas suffisant. En revanche, dès qu'on est sur des flux qui sont assez rapides, d'un seul coup, les buffers, le niveau de stock va se réaligner sur la demande et ensuite, en 6 mois, on obtient des résultats qui sont inespérés et inattendus d'un point de vue extérieur. Quand on regarde, je vous invite à regarder sur le site de B2Wise, par exemple, on a plein de business case et c'est toujours la même histoire. En 6 mois, on a des résultats très, très surprenants. Et Rimowa, par exemple, ils sont passés d'un stock de... Alors, on est sur un projet sur les pièces de rechange. Donc, ils étaient en rupture de pièces de rechange et donc l'impact au Japon, ils avaient 1000 valises qui étaient en cours de réparation, en attente. Mise en place de DDMRP, 3 mois après, le niveau de valises en attente de réparation est passé à 100 pièces. Et 100 pièces, c'est le temps qu'il faut pour faire une réparation en quelques jours, ce qui est attendu par les consommateurs de ce type de produit. D'accord. Et
Aujourd'hui, là, même si on s'adresse maintenant encore à nos managers de transition, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est un élément différenciant que de se présenter comme ayant une compétence demand-driven au sein d'une entreprise? Parce qu'il y a il semble que ça soit même une ressource rare parfois. L'échange qu'on a eu voilà, sous-entendait qu'aujourd'hui, des managers qui sont formés demand-driven, il y en a pas, même s'il y en a beaucoup qui ont joué à Databricks, Ouais. il y en a pas forcément, et qu'il y en a beaucoup worldwide qui sont formés. Par rapport à l'engouement qu'il y a en France, il semble qu'il y ait une pénurie. Il y a clairement une pénurie de talents aujourd'hui, de personnes compétentes. Regardez, hein, en France, on a Biomérieux, Seb, Legrand, Michelin, des entreprises de LVMH. Enfin, on se retrouve avec beaucoup de grands groupes et puis plein de petites PME et d'entreprises de taille intermédiaire qui ont suivi le mouvement. Et bien sûr, il y a de la rotation. Et aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de monde. Regardez sur LinkedIn les annonces avec le mot DDMRP. Oui, clairement, il y a une... Donc, il n'y a plus qu'à, en fait. Hein. Il y a plus qu'à. Et ça s'adresse aussi bien, parce que là, tu citais plutôt des grands groupes, mais est-ce que ça s'adresse aussi à de la PME? Alors, oui, les PME vont pouvoir mettre en place des DMRP encore plus facilement, puisque le système de commandement, il va être rapide et aligné très rapidement. Dans les grands groupes, il y a toujours cette inertie de prise de décision, de faire un test, faire des simulations. Et le temps de faire les simulations, en général, on passe autant de temps à faire des simulations qu'à le mettre en place et à obtenir les résultats. Donc, oui. Et le point suivant, c'est que il suffit de connecter les données avec un outil expert des DMRP. Donc, nous, Bitwise, on fait de la formation, on joue au Lego, mais on est spécialisé à 100% sur des DMRP et on propose un outil qui permet justement de connecter les systèmes, les ERP des PME ou des grands groupes à notre outil pour la prise de décision, les priorisations, tout l'aspect visuel, et ensuite de réinjecter ces ordres-là dans l'ERP pour assurer la partie transactionnelle. D'accord. Alors, on a parlé de ton actualité là pour conclure, parce que la semaine prochaine, donc, tu présenteras pendant le Supply Chain Event ce business case avec Legrand, qui est à nouveau encore une réussite. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, tu as voulu faire un cadeau aux participants en leur offrant un discount qui est exclusivement pour vous, mes amis, sur une formation, sur la formation Databricks, qui est donc le serious game inventé par Laurent, et qui se joue avec toute l'entreprise, et qui peut être pour vous un moyen d'initier, de lancer, d'amorcer un projet dans l'entreprise voilà. Donc on peut peut-être laisser une seconde de plus, s'il vous plaît, le QR code, pour que tout le monde puisse le scanner, sachant que tes sessions déjà de novembre-décembre sont toutes archi pleines. Tout à fait. Et donc là, on est plutôt en train de parler de fin janvier, et tout ça est visible sur le site de Bitwise. Exactement. Donc, vous allez sur le site de Bitwise, avec le QR code, et puis vous vous inscrivez avec le code facile, hein, avec Valumen 2021. Le code magique. Voilà, le code magique pour avoir le discount. Et puis, alors, il y a une péremption sur ce code-là. Donc, vous avez 1 heure, en fait, pour vous inscrire sur les prochaines sessions. Et puis, on sera ravis de vous accueillir pour jouer soit de manière virtuelle, soit de manière physique avec les Lego directement. En tout cas, je peux vous assurer qu'après cette session, vous n'aurez plus de difficulté à parler de Demand Driven à la machine à café avec votre voisin. Allez, écoutez, merci pour votre présence. Je vous invite à nous suivre sur notre compte LinkedIn Valumen. Je rappelle qu'on y poste toute notre actualité, que ce soit des recherches qu'on a en management de transition, en executive search,
Et puis voilà, sur l'actualité des gens que nous accompagnons, notamment qu'on sponsorise, avec une pensée particulière pour Julien Renaud. Et puis je vous rappelle enfin que Valumen, c'est un bureau à Paris, un bureau à Nantes, et puis très prochainement ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Laurent. Merci Bertrand. Merci beaucoup à Plaisir. tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.